souhaite bienvenue à notre keynote Cloud Native Transformation. Alors, donc, on se présente. Je m'appelle Hugues Christé, je suis directeur de vente, responsable de vente pour GitLab pour la France. Je laisse à Philippe de se présenter. Bonjour, je m'appelle Philippe Charrière, je suis Technical Account Manager pour la France essentiellement. Voyez ça comme… je sers un petit peu d'homme à tout faire ou de concierge pour mes clients, pour les accompagner. Merci Philippe. Donc, c'est à moi de dessiner les grandes lignes des sujets. Cloud Native et GitLab, et puis je donnerai le relais à Philippe, à mon collègue, afin de mettre plus de couleurs techniques sur le sujet. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est Cloud Native? Voilà la définition Cloud Native Computing Foundation. Je crois que c'est assez clair. Et qui sont GitLab? D'abord, du coup, il y a peut-être ceux qui ne connaissent pas GitLab entre vous. Voilà les chiffres clés sur notre entreprise. En bref, nous sommes une application unique pour l'ensemble des cycles DevOps. Vous voyez, nous avons maintenant 1300 effectifs dans 68 pays. Et le plus intéressant, nous sommes 100% remote. Nous bossons à distance. Tous les 1300 effectifs sont à distance. Les derniers chiffres qui n'est pas là, qui est tellement intéressant en plus, c'est que nous avons maintenant 40 millions d'utilisateurs, dont 1 million sont payants mondialement. Donc, ceci dit, il y a quelques cyniques qui diraient c'est tout nickel, mais tous les éditeurs réclament d'être Cloud Native, GitLab, en fait, c'est pas tellement Cloud Native. En fait, il dirait peut-être que vous avez deux modèles d'engagement, et c'est vrai, nous avons deux modèles. Nous avons un modèle on-prem et un modèle Software as a Service, et la plupart de vos clients restent on-prem, et ça c'est vrai, c'est un critique qui est vrai. En plus, peut-être il dirait que, enfin, le corps de votre métier, c'est le dev. Vous êtes dev-centrique plutôt que ops-centrique. Et le monde du Cloud Native, c'est aligné sur le monde du déploiement continu et d'ops. Enfin, peut-être ils vont dire en plus que le graphique que vous voyez là, vous voyez une croissance énorme de notre entreprise au cours de décennies qui vient de passer, mais c'est une croissance qui aligne avec la croissance de la gestion de code source et l'intégration continue, et pas le Cloud Native. Et dans une certaine mesure, ils ont raison. Mais si je vous remets dans le temps, je vous montre les différences, comment le monde a changé. Enfin, dans les années 90, nous avons livré le logiciel comme matériel. Puis, dans les années 2000, Agile est arrivé. Et puis, dans les années 2010, la dernière décennie, disons, nous avons rencontré DevOps. Mais bien que les outils comme GitLab a bien livré la gestion de code ainsi que l'intégration continue, également, ils ont compliqué le monde du déploiement continu, surtout sur le cloud. La vélocité de développement que nous avons réussi à faire a rendu plus fragile le déploiement. Par exemple, un déploiement cloud, si on surdéploie, je perds de l'argent, mais par contre, si je sous-déploie, mon app va se planter.
Donc, c'est vraiment une problématique qu'ils ont créé le succès des outils comme GitLab dans les décennies qui viennent de passer. Donc, il faudra une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, c'est basé sur trois composants clés. Enfin, le premier composant, c'est le microservices, comme façon de construire. Deuxièmement, il y a la containerisation, surtout Kubernetes. Et troisièmement, il y a le déploiement continu. Ça, c'est les trois axes du cloud natif. Et ces axes sont très, très difficiles à faire. Mais malgré cette transformation de besoins, je conteste que GitLab a relevé le défi. Je vais vous présenter trois différenciateurs. Pourquoi trois domaines de différenciation, c'est plus facile à dire, où nous sommes le leader dans ces trois besoins. Le premier différenciateur, c'est que dont nous sommes très fiers, c'est nos valeurs. Alors, y compris les trois le plus important, plus aligné, à mon avis, aux valeurs de Cloud Native. C'est en premier, c'est l'itération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dès le début de notre boîte, dans l'ADN de développement, soit culturel, soit de technique. Nous avons le Minimum Viable Change, une philosophie de Minimum Viable Product, qui correspondent exactement à la philosophie et les frameworks microservices de Cloud Native. Donc, nous étions Cloud Native au début de notre croissance comme entreprise. Deuxièmement, il y a les diversités. Tenons compte, il y a une diversité culturelle, mais enfin, nous avons eu toujours une exclusivité. Nous avions une exclusivité technique. Inclusivité technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le début, nous avons projeté notre logiciel, notre entreprise, c'était toujours ouvert à tous. Nous avons rien à exclure. Notre Kubernetes marche sur OpenShift, notre technologie Kubernetes marche sur toutes les plateformes OpenShift et KS, toutes les plateformes de Kubernetes. Donc, cette inclusivité culturelle et technique, c'est le deuxième valeur qui aligne, à mon avis, avec le valeur de Cloud Native, l'esprit, disons, de Cloud Native. Et troisièmement, nous avons l'efficacité. Donc, nous avons vraiment fusionné le CI/CD. En faisant ça, nous avons vraiment faire des grandes démarches vers le Cloud Native pour faciliter cette étape de chaîne DevOps. Donc, pour moi, nous avons dans les ADN de notre culture les valeurs qui alignent avec ceux du Cloud Native. Mais le deuxième différenciateur, c'est nos capacités que apporte GitLab à nos clients. Donc, vous voyez là les trois axes, les trois domaines, disons, de capacité que nous apportons. À gauche, vous avez l'intégrité de solutions. C'est important. À droite également, nous avons le fait que notre produit, c'est l'engine de notre produit, c'est open source, la diversité de développement, rapidité de développement que contribue la communauté open source. C'est vraiment un USP pour nous. Mais le plus important, c'est au milieu. Ça, c'est l'agnosticisme de déploiement. Et là, vous avez trois points très importants. Le premier point, c'est que GitLab s'installe n'importe où. C'est hébergé soit chez vous, soit sur le cloud public, soit sur un cloud privé. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de besoin d'hébergement spécifique. Mais deuxièmement, et plus intéressant,
le logiciel que vous déployez, que vous développez et déployez avec GitLab. Ça également, ça s'installe n'importe où. GitLab qu'on produit déploie sur le cloud public, également sur on-prem ainsi que le cloud privé, OpenShift, etc. Et troisièmement, le produit a été optimisé pour Kubernetes. Nous avons parié sur Kubernetes très tôt dans l'évolution. Et le produit lui-même s'est optimisé pour le Kubernetes. Donc, qu'est-ce que s'est passé là? Voilà. Donc, et le troisième différenciateur, c'est plutôt le produit lui-même. C'est les features de produit. Et nous avons mis là 10 features dont nous sommes le plus fiers, qui est ligne avec Cloud Native. Donc, je vous laisse lire ces features. Donc, Philippe, il va explorer plus profondément quelques features de ce liste-là, mais vous voyez que ça c'est vraiment un alignement avec l'essentiel de Cloud Native. Donc, ces trois différenciateurs, les valeurs, les capacités qu'apporte GitLab ainsi que les features de produits, à mon avis, ça nous place dans le catégorie de Cloud Native. Mais il ne faut pas me croire. Donc, nous avons un retour d'expérience sur notre site web qui est de Cloud Native Foundation. Lui-même, il déploie, il utilise GitLab, il déploie notre système. Donc, ça, c'est un témoignage assez fort sur ce sujet. Donc, je vous remercie d'être venu sur ma présentation. Je laisse la main maintenant à mon collègue Philippe pour continuer ce keynote. Alors, il faut que je retrouve où est mon slideware. J'ai beaucoup trop de choses. Alors, c'est desktop one. Est-ce que... Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Donc, je recommence. Share screen. Pourquoi... Ah, voilà, il est là. Donc, normalement, maintenant, vous devez tous voir mon écran. Donc, Hugues, merci pour l'introduction. Alors, pour aller plus en détail, on va dire dans les fonctionnalités en quelques minutes, c'est compliqué, mais vous avez mon mail au début du slideware, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on m'a dit, Philippe, essaye de ne pas être trop technique, de ne pas trop parler trop longtemps, donc j'ai essayé de mixer tout ça et de vous montrer comment GitLab peut vous aider par le biais de quelques exemples. Alors, tout d'abord, je vais reprendre ce que disait Hugues. GitLab est cloud agnostique. Alors, désolé, je mélange français et anglais, mais je ne sais pas faire autrement. Ça veut dire que vous pouvez réellement l'installer partout. Sur GCP, GKE, Amazon, Azure, Cube, dans des VM, dans du Docker ou sur vos propres machines. C'est important à savoir. Et peu importe en fait où vous déployez vos applications. GitLab va vous permettre de déployer, tester, enfin développer, tester, déployer et monitorer vos applications. Donc, en fait, le cycle DevOps dont on parlait ce matin, il y a le build pour la partie dev et le run pour la partie ops. Et on rajoute quelques fonctionnalités autour, notamment du monitoring d'applications cloud native. Alors là, ça y est, je fais du buzzword. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que veut dire cloud native? Quels sont voyons déjà en fait les prérequis techniques pour avoir une application dite cloud native.
Alors, cloud native, ça serait avant tout. Alors, moi, je rappelle, j'en parlais tout à l'heure, à l'origine, je suis un développeur. Donc, ma vision est souvent orientée dev. C'est avant tout une promesse faite aux développeurs, mais qui a des répercussions positives sur l'ensemble du projet et des équipes, pour pouvoir développer et déployer plus facilement. Par exemple, le workflow idéal pour un développeur d'application, ça serait je code, je package et je déploie sans me poser de questions, juste en faisant un git push. Git push, pour simplifier, pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est qu'une fois qu'il y a une modif de fait sur le code et qu'elle est sur le serveur, ça part en production. Antoine parlait de branch master qui doit toujours être green. Globalement, je pousse mon code et ça va partir, si tous les voyants sont ouverts, ça va partir sur, par exemple, master et ça va partir en production. Et ça, en plus, les développeurs peuvent le faire plusieurs fois par jour et de façon transparente. On n'est plus obligé de respecter un cycle de release avec des dates figées qui implique un freeze de version et des freins qui rajoutent des délais dans le temps. Donc, c'est ça la promesse des apps, une des promesses des applications cloud native. Mais pour bénéficier de ce confort, ces applications, elles doivent respecter certains critères. Par exemple, elles doivent être sans état. On parle de on dit des applications immutable. Elles doivent être pensées pour être scalables. Je dois pouvoir avoir plusieurs instances de mon application sans aucune collision pour pouvoir faire, par exemple, du load balancing dessus. Mais alors maintenant, voyons un peu plus comment on pourrait faire ces applications cloud native. Il y a déjà quelques années, les ingénieurs d'Heroku, alors Heroku, c'est un PaaS, plateforme as a service, bien connu, qui appartient maintenant à Salesforce. Leurs ingénieurs ont travaillé sur un ensemble de critères ou de bonnes pratiques ou de recettes nécessaires pour déployer facilement des applications dites cloud ready ou cloud native sur leur plateforme. Donc, plus une application met en œuvre ces pratiques, plus sa vie sur le cloud, donc son déploiement et son exécution sera facilité. Donc, il faut voir cet ensemble de recettes qui avait été appelé le 12 Factors Manifesto comme un livre de recettes, et puis que vous pouvez toutes les prendre ou prendre celles qui vous concernent le plus. Vous pouvez les faire évoluer. Vous pouvez ajouter vos propres recettes, et puis maintenant on commence à voir d'autres modèles apparaître, notamment via un mouvement appelé Open Application Model. Donc vous pouvez trouver ça sur oam.dev. Mais si plus vous mettez en œuvre ces recettes, plus votre application a de chances de tourner correctement et d'être déployable super facilement. Pardon. La mise en œuvre de ces facteurs, elle sera possible pour partie grâce à la plateforme sur laquelle vous déployez. Et l'autre partie sera possible grâce à la façon dont vous codez vos applications. Et on y reviendra un peu plus tard, mais GitLab peut vous aider un petit peu dans cette mise en œuvre de recettes. Alors, je ne vais pas détailler tous les facteurs, je vais juste passer sur certains qui, moi, me parlent dans mon historique, dans ma vie de développeur. Il y a par exemple, dans ces facteurs, il faut une seule code base pour une application. Ça permet en fait de générer plus facilement des releases immutables. Alors, immutable, je crois que ça n'existe pas en français, donc immuables, donc qui ne changent pas et qui vont du coup permettre de s'assurer par exemple que la plateforme de dev et la plateforme de prod sont identiques. Mais ça va permettre aussi d'améliorer la prédictibilité des déploiements. Et puis ça va vous permettre de pouvoir automatiser plus facilement certaines tâches, mais aussi de revenir en arrière et comme vous avez historisé toutes vos releases, de pouvoir mettre en place la release précédente si par exemple vous avez déployé quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre facteur est le build, release, run. Il est conseillé de séparer en fait ces étapes et stocker tous les artefacts générés. Ça vous facilite ensuite toutes les manipulations qui sont habituellement un peu pénibles, comme justement le retour arrière, mais aussi les audits. Et ça va contribuer aussi à, dont je parlais juste avant, la reproductibilité des tâches. Donc, on commence déjà à parler d'automatisation et notamment le déploiement, par exemple, quelle que soit la plateforme cible de déploiement.
parce qu'on parle aussi beaucoup de multi-cloud, parce qu'il y a les plateformes de dev, de test, de prod, mais vous pouvez aussi imaginer déployer vos applications sur différentes plateformes de cloud. Et le but ultime de cette recette, c'est de maximiser la vitesse du delivery tout en ayant une totale confiance de ce qui va se passer parce que ça a été automatisé et automatisé par les sachants, ce dont on parlait ce matin, les ops en fait. Autre chose très importante, c'est le stockage des configurations et des credentials, des secrets. Il ne faut pas le faire dans le code. Enfin, il faut vraiment penser à séparer cette partie-là du code pour éviter toute fuite, notamment pour la partie secret et credential. Et puis aussi pour faciliter toujours le déploiement vers des plateformes différentes. Donc, il est préconisé de le stocker, de stocker ça dans la partie environnement. Alors, pour ceux qui connaissent, on va dire, c'est de stocker par exemple dans les variables d'environnement. Pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est vraiment garder à l'esprit qu'il faut une séparation du code et une séparation de la configuration. Dans la configuration, je mets tout ce dont a besoin l'application pour fonctionner, des chemins vers l'adresse de la base de données, mais aussi les tokens de sécurité, des choses comme ça. Et enfin, avant de passer au reste, les logs, c'est peut-être la partie pour un développeur la plus pénible parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de relire des logs. Je disais que les applications cloud natives étaient immuables. Donc, en fait, elles ne vont pas stocker de fichiers ou si elles en stockent, leur durée de vie va être très courte parce qu'en fait, vous pouvez les redémarrer de manière transparente, mais à chaque fois, vous repartez de zéro. Donc, vous n'avez pas de fichier de log. Donc, et avec le cloud, vous allez pouvoir déployer des centaines d'applications, voire des milliers d'applications, puis vous allez les scaler, donc ça va multiplier le nombre d'applications. Donc, si ces applications généraient des logs, ça serait juste une horreur à gérer. Donc, en fait, l'application, elle va générer des flux d'informations et il va falloir avoir des services d'agrégation de ces informations qui vont récupérer les données envoyées par les applications et les logs sont gérés à part, mais surtout pas par l'application. Ça facilite aussi beaucoup les recherches d'erreurs, comprendre pourquoi une application fonctionne moins bien dans certains contextes, des choses comme ça. Pour rejouer l'historique aussi, c'est très important. Alors, de faire tout ça, ça a un coût, hein, bien sûr, puisqu'il faut changer ses habitudes, il faut le mettre en œuvre, il faut évangéliser en interne auprès des équipes. Mais ça a quand même des avantages ou des bénéfices de pouvoir penser ces applications de manière cloud native. Il y a un premier bénéfice qui est pour les développeurs. Alors, ça rejoint aussi ce dont on parlait ce matin. La complexité de mise en œuvre en termes notamment de déploiement, de tout ce qui concerne l'infrastructure, va diminuer. Les développeurs ne sont plus obligés eux-mêmes de gérer la complexité qui est liée à l'infrastructure. Un développeur, il n'est pas un ops, il n'est pas un admin. Je pense que c'est une erreur de lui demander de s'occuper de cette partie-là. Même s'il sait en faire une partie, ce n'est pas lui qui sait le faire le mieux. Ensuite, c'est la plateforme qui doit exploiter directement tout ce qui est infra, middleware. En fait, il faut que ce soit caché, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et ça va être fait via l'environnement sur lequel vous déployez, via votre plateforme. Et c'est opéré par les ops. Et ce sera à eux de fournir, si besoin, les outils nécessaires qui vont aider les devs. Donc, du coup, ça permet aux développeurs de se concentrer sur la fourniture d'applications et de fonctionnalités. Donc, on parlait de valeur tout à l'heure, c'est exactement ça, pour aussi fournir des services utiles et utilisables aux utilisateurs. Donc, il est important que cette plateforme et les outils permettent un feedback technique rapide, voire temps réel, pour que les développeurs aient un instantané pendant son développement de la santé de son application. Ainsi, il pourra réagir plus rapidement ou demander au reste de l'équipe de l'aider si ça concerne de la sécurité, par exemple. Et du coup, ils pourront aussi, puisque l'information est commune, faire des feedbacks aux ops beaucoup plus facilement et simplement, parce qu'en fait, ils utilisent des outils partagés. Donc ça, c'est le premier bénéfice.
Il y a un bénéfice pour les ops aussi, bien sûr, parce que la plateforme qui facilite l'exécution de ces opérations permet d'avoir une visibilité plus grande et un contrôle complet sur le cycle de vie de l'application, la façon dont les informations sont approvisionnées, comment se passe le déploiement, comment il est fait, et aussi comment est fait l'exécution ensuite de l'application. Ça leur simplifie beaucoup tout ce qui est mise à niveau et correctif de sécurité. Maintenant, vous proposez un service ou un site web sur le cloud en mode SaaS. Il n'est pas rare de voir que suite à une nouvelle version, dès le lendemain, voire même dès l'heure qui suit, le service a été mis à niveau et patché parce qu'on a découvert une faille de sécurité. Et ça se fait de manière transparente. Et ça permet aux autres donc de le faire de manière plus simple. Il y a d'autres avantages opérationnels qui existent là-dessus. Ça va être qui sont apportés par la plateforme, mais ces avantages après en bénéficient aux applications. Ça va être la résilience intégrée, la sécurité, la gestion centralisée des utilisateurs, de meilleures informations grâce aux métriques qui sont agrégées en temps réel, par exemple. Un peu comme complètement comme les logs dont je vous parlais tout à l'heure, l'agrégation de logs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, après, on peut passer énormément de temps sur cette partie-là aussi. Et enfin, il y a un bénéfice important, parce que c'est le nerf de la guerre, un bénéfice pour les métiers. Le fait d'avoir mis de l'huile dans les rouages en changeant nos pratiques de développement et nos pratiques d'opération, ça a permis d'accélérer la mise à disposition des applications et services aux utilisateurs, parce qu'en plus, on a gommé certaines contraintes qui étaient induites par des aspects organisationnels, processus. On a gommé, on va dire, des silos. Les ops sont le moyen de déployer plus rapidement, plus souvent et plus sûrement, donc de respecter les SLA qu'on leur a posés. Les devs ont eux aussi le moyen de livrer plus rapidement, plus souvent et plus sûrement, voire même de pouvoir déployer eux-mêmes parce que les ops leur ont donné des super pouvoirs pour le faire en toute sécurité. Et donc là aussi, ce sera plus facile d'obtenir un feedback rapidement de la part des utilisateurs, parce qu'on peut leur proposer les choses plus facilement, qui vont les remonter vers les devs, qui vont pouvoir prendre en compte les retours de manière plus rapide et de les fournir de manière plus rapide aussi. Donc de ramener finalement de la valeur plus rapidement dans la release qui suit. Et cette possibilité de réagir plus vite, c'est aussi la possibilité, l'opportunité de se tromper plus souvent. Donc, parce que je me trompe, je peux revenir en arrière ou je peux refaire. Donc, ça veut dire que je peux essayer plus souvent. Ça veut dire que globalement, à toutes les strates, qu'elles soient techniques, métiers, ops, dev, je vais avoir la possibilité finalement d'innover plus souvent et de rendre mon infra plus solide, parce que j'ai pu tester de nouvelles choses, aux devs d'optimiser leur développement et de rendre l'application plus réactive, et aux métiers d'avoir plus d'idées et de pouvoir les tester plus facilement. Donc, c'est aussi un moteur d'innovation. Alors, on vient de voir que la promesse des applications cloud natives, c'est de permettre aux entreprises d'évoluer plus vite dans le développement de leur application et d'être plus réactives au changement. Mais ces applications, il faut pouvoir les développer sur des plateformes qui sont compliantes avec le mouvement cloud native. Donc, globalement, il faut que la plateforme soit elle aussi cloud native, sinon ça ne va pas marcher. Donc, on va voir ce qu'on entend par plateforme cloud native ou plateforme cloud ready. J'ai tout mis ensemble, en fait, j'ai fait un gros buzzword sur ce slide. Mais cloud native ou cloud ready, quelque part, ça veut dire exactement la même chose. Alors, il y a un monsieur qui bossait avant chez Pivotal, si je ne dis pas de bêtises, donc Duncan Wynne, qui est directeur de l'ingénierie chez Google, qui définit une bonne plateforme cloud native de la manière suivante. Alors, j'ai traduit à ma façon. Donc, une bonne plateforme cloud native, elle permet aux entreprises de recentrer leurs efforts
en supprimant le plus possible les tâches inutiles, les charges et les tâches inutiles. Autrement dit, automatiser tout ce qui est automatisable. Voici quelques exemples de charges ou de tâches. Alors, pas inutiles, mais en tout cas que l'on peut clairement automatiser parce que les répéter X fois à la main n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. Alors, mes trois préférés, on va dire, sont sur les deux dernières lignes. Donc, c'est load balancing, routage du trafic et scaling. Je vais vous donner un exemple. En fait, avant, lorsque le CEO d'une entreprise, alors souvent d'une start-up, une émanation d'une grosse structure, allait au journal de 20 heures pour présenter son nouveau service ou site web, généralement, son site tombait dans les heures, voire les minutes qui suivaient. Et du coup, déjà, il perdait de l'audience sur son site et il perdait en crédibilité. Donc, la fois suivante, il faisait mettre en place un dispositif spécifique pour son passage aux 20 heures pour éviter ça. Et globalement, ça consistait en des machines, on va dire, surtaillées par rapport à une activité normale. Ça prenait du temps à mettre en place. Ça avait un coût. Et souvent, en plus, après, il fallait déprovisionner parce que garder ça tout le temps, c'était trop coûteux. Maintenant, en quelques clics ou en quelques commandes automatisables, même un développeur qui n'est pas Ops, mais les Ops lui ont fourni la possibilité de le faire, peut temporairement upgrader son architecture en quelques minutes et puis finalement la downgrader quand il n'en a plus besoin. Et même ça, il y a des systèmes, des plateformes cloud natifs qui s'adaptent à la charge et qui réagissent dynamiquement pour le faire, pour scaler l'architecture. Du coup, le CEO, il est tranquille, à son prochain passage aux 20 heures, ça ne va rien lui coûter. Ou presque. Et il va garder son audience, voire même il va en avoir plus. Donc, je passe à la suite. Alors, toujours sur cette notion de plateforme cloud native, ces dernières années, on a beaucoup parlé pour solutionner ce type de problématique de PaaS. Par exemple, Heroku est un des premiers PaaS connus à être apparu sur le marché. Alors, ce terme a beaucoup de significations, tellement que ça en est devenu ambigu et flou, et c'est souvent mal compris. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à trouver que le terme est devenu un peu restrictif ou insuffisant et à plus l'utiliser. Et je préfère utiliser le terme cloud native. Donc, on va essayer de faire l'exercice de la définition de ce que pourrait être une plateforme cloud native, même si ce n'est pas simple. Mais j'ai peur de rien, je me suis lancé dans le sujet. Alors, je dirais qu'une plateforme cloud native, c'est comme un PaaS, mais en mieux, parce qu'elle est opinionated, ou alors sur le slide, c'est dogmatique, on va dire, la traduction d'opinionated. Et elle est structurée pour effacer, on va dire, les confusions du terme PaaS, parce que mal compris. Elle est aussi mieux qu'un PaaS parce qu'il y a un contrat clair, un contrat technique clair entre l'infrastructure, les applications et les services. Donc, ce contrat fait que ces relations entre infra et services sont strictement définies et de façon le plus standard possible. Donc, globalement, si votre plateforme respecte ça de manière standard, vous pourrez déployer vos applications sur cette plateforme, mais aussi sur d'autres. Donc, ces plateformes cloud native, en standard, elles apportent un ensemble de fonctionnalités qui vont plus loin que de proposer uniquement du self-service et une abstraction d'infra, comme par exemple la résilience qui est gérée de manière automatique. Bon, en tout cas, on vous fournit des outils pour le gérer simplement. L'agrégation des logs, la sécurité, la mise en œuvre de composants vous permettant de faire du déploiement blue-green, de faire de l'A/B shifting, de faire du zéro downtime, donc tout ce qui va vous simplifier la vie et sécuriser vos développements. Enfin, stabiliser et fortifier vos développements. La qualité principale de ces plateformes, c'est de supprimer tous les obstacles pour accélérer de manière significative le cycle de vie du projet, le build, test, deploy and scale, en grande partie grâce aux facteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, des plateformes cloud natives qui émergent, vous les connaissez déjà.
Il y a notamment Kubernetes, mais il y a aussi OpenShift, Rancher, Cloud Foundry, alors, qui reposent toutes les trois sur Kubernetes. Pour la petite histoire, OpenShift et Cloud Foundry s'appuyaient au début sur leur propre orchestrateur de conteneurs. Et finalement, pour des raisons justement de standard, ces plateformes ont choisi de s'appuyer sur Kube. Et donc, il faut voir OpenShift, Rancher ou Cloud Foundry comme des abstractions à Kube, en fait, et qui vont vous simplifier encore plus la vie pour utiliser du Kubernetes. C'est probablement pas pour rien ces entreprises ont fait le choix d'utiliser Kube, et puis maintenant d'autres entreprises, pas que des éditeurs. Kubernetes est multi-cloud. Vous pouvez l'utiliser sur vos propres plateformes ou sur des clouds déjà managés. Il existe aussi en version totalement managée. Vous pouvez l'installer où vous le souhaitez. Donc, il n'y a plus de côté vendeur lock-in parce que vous avez utilisé des fonctionnalités qui n'existent que chez un provider. Donc, si vous faites bien attention, parce qu'il y a toujours des exceptions, vous pouvez déménager vos applications où vous voulez, quand vous le souhaitez. Un autre avantage, c'est que Kubernetes est open source, dispose d'une communauté très active et grandissante, ce qui est très important pour la pérennité de vos développements. De plus, Kubernetes est extensible, ce qui garantit son évolutivité et qui permet à différentes entreprises d'édition de logiciels ou de projets open source de proposer des add-ons à Kubernetes pour vous faciliter la vie sur la gestion réseau, la gestion des DNS et beaucoup d'autres fonctionnalités. Par contre, il faut garder à l'esprit que le coût d'entrée peut être élevé, notamment en termes d'apprentissage. Donc, si vous avez un projet Kube et que vous n'utilisez pas du Kube managé, soyez sûr d'avoir des équipes avec les compétences nécessaires pour l'utiliser. Alors, ça tombe bien, il y a une grande histoire d'amour entre GitLab et Kubernetes et on propose une intégration avec Kube qui va quand même vous simplifier la vie et va vous permettre de développer plus facilement vos applications cloud natives et de les déployer sur du Kube. Et vous pouvez, alors GitLab se déploie aussi sur Kubernetes, mais vous pouvez très bien avoir un GitLab déployé sur une infrastructure haute dispo classique et déployer, on fournit les outils pour ça, vos applications sur du Kubernetes. Et l'intégration permet de faire le lien entre l'infra GitLab et l'infra Kubernetes, ou les infra Kubernetes, puisque vous pouvez, grâce à l'intégration, vous lier à plusieurs clusters Kube. Donc, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de cette intégration. Pour info, certaines d'entre elles sont utilisables avec d'autres plateformes que du Kube. J'ai fait le focus sur Kube parce qu'on n'a pas toute la journée, mais globalement, les grands principes restent. Alors, tout d'abord, pour connecter GitLab avec un cluster Kube existant, ça va vous prendre à peu près 5 minutes. C'est ce que ça me prend à moi. Dans l'hypothèse, bien sûr, vous avez toutes les informations nécessaires, les droits d'accès, les tokens, les ports ouverts, des choses comme ça. Mais d'office, vous allez obtenir au sein de l'interface GitLab déjà des métriques de santé de votre cluster. Vous pouvez, et il vous faudra normalement pas plus de 15 minutes, toujours avec l'hypothèse que vous avez toutes les informations, provisionner un cluster qui n'existait pas directement sur GKE et lié à votre instance GitLab ou à votre organisation gitlab.com. On vous propose de faire ça aussi sur du Amazon très facilement. Il y a tous les wizards existants pour le faire. À partir de ce moment-là, une fois que votre intégration est mise en place, vous disposez de tous les éléments nécessaires pour développer, tester, sécuriser et déployer vos applications cloud natives via GitLab CI. Alors, GitLab CI, c'est la partie de GitLab qui s'occupe de tout ce qui est intégration continue et delivery continue, enfin continuous delivery et déploiement continu. Donc, globalement, toute la partie qui vous permet de faire de l'automatisation. Par exemple, lorsque vous déployez votre application à partir de GitLab sur un cluster Kube, sur différents environnements,
comme la prod, le dev, le test ou d'autres clusters. Vous avez la visibilité en temps réel de ce qui est déployé et où en sont vos déploiements. Par exemple, là, en bas, vous voyez que sur la production, le nombre d'instances simultanées de votre application est de 3 et qu'elles sont toutes au vert et donc que tout se passe bien. Vous pouvez aussi, toujours au sein de la même interface, suivre les métriques système et métier de vos applications, quels que soient les environnements sur lesquels vous avez déployé. Quand je dis environnement, hein, c'est environnement de test, de prod, de dev, de pré-prod, etc. Ce qui peut être utile pour étudier des différences de comportement entre la version qui est en dev et la version qui est en production. Et ces métriques, il y a celles qui sont proposées en standard qui viennent de Kubernetes, mais vous pouvez aussi afficher les métriques métiers qui sont proposées par votre application tant que vous respectez le format Prometheus. GitLab, ça vous donne aussi la possibilité d'héberger vos images Docker dans des projets. Donc, en fait, vous pouvez avoir vos propres Docker registry sur vos instances. Mais ça vous permet aussi d'historiser toutes vos images au fur et à mesure des développements, ce qui fait que ça va contribuer énormément à la reproductibilité des releases, ce dont on parlait dans certains des 12 facteurs tout à l'heure. Et donc de remonter très facilement sur de versions précédentes. Il sera aussi possible, toujours, je ne suis pas parti sur le bon slide, excusez-moi. Je parlais tout à l'heure de feedback rapide entre les différents acteurs des projets. Et pour le développeur, c'est très important. Bon, avec GitLab, le développeur et l'ensemble de l'équipe va savoir à un instant T si le code présente des défauts de qualité, par exemple, ou des failles de vulnérabilité. Et ça va permettre de réagir très facilement sans ralentir le workflow habituel du développement, parce que tout ça est exécuté en parallèle. Et avec les membres de l'équipe, on va pouvoir réagir très rapidement et profiter des possibilités de Cube et de GitLab pour fixer. Alors, ce n'est pas Cube qui permet de fixer, mais ça va être GitLab, mais tout le redéploiement en toute transparence. Et ce sont des fonctionnalités proposées par Kubernetes. Il propose des patterns pour le faire. Et ça va permettre, via GitLab, de mettre en œuvre très rapidement. Il faut que j'accélère un petit peu. Je pense que je suis en retard, mais j'ai bientôt fini. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut séparer la partie configuration, credential du code. On propose déjà des fonctionnalités pour le faire de manière standard, mais ce sont des fonctionnalités simplifiées. Et depuis peu, donc depuis la dernière release, si je ne dis pas de bêtises, nous proposons une intégration avec l'excellent outil d'HashiCorp, Vault, qui va permettre de gérer tous vos credentials et secrets dans les jobs de CI en toute sécurité et de manière standardisée. Et enfin, vous pourrez, grâce à GitLab CI, piloter toute votre stratégie de déploiement personnalisé en lien avec vos plateformes. Donc, c'est facile de mettre en place des pratiques reproductibles et de les automatiser. Et pour pouvoir faire du déploiement blue-green, pour pouvoir expérimenter sur différentes choses. Et pouvoir les adapter forcément à vos besoins. On approche de la fin, donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de cloud native sans parler de serverless, donc ce sera ma petite conclusion. Sachez que GitLab a commencé à travailler sur le développement d'outils pour déployer et monitorer facilement des applications dites serverless. Alors, pareil, parler du terme serverless, ça pourrait couper une matinée entière. Mais une première version de cette intégration est déjà testable, c'est en alpha. C'est l'intégration de Knative, alors juste le composant serving, donc qui vous permet de déployer des web applications facilement dans un environnement serverless qui est fourni par Knative. Donc, si vous faites déjà du Knative, vous pouvez très bien utiliser GitLab CI et Knative sans cette intégration serverless, mais avec l'intégration Cube. On n'en est qu'au début, mais c'est super prometteur et GitLab entend bien être un acteur sur ce sujet-là aussi, qui est complètement dans la mouvance cloud native. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a… je vais stopper mon écran. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat.
A priori, non. Donc, ça doit vouloir dire que les ateliers ont commencé. Ah, question, est-ce que les bases de données sont conteneurisables? Oui. Après, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne pratique. Pour les tests, oui, hein, on propose même des fonctionnalités de service pour le faire, mais la base de données, c'est bien de l'externaliser complètement plutôt que de la mettre dans du container. C'est n'engage que moi. Autre question, dans le modèle décrit, l'Ops automatise la création de l'infra qui automatise le déploiement applicatif sur l'infra, le dev ou l'Ops. Je pense qu'un Ops saura mieux se servir d'Ansible, par exemple, qu'un dev, mais c'est bien qu'ils le fassent ensemble. Le dev peut donner ses exigences, alors exigences ou requirements, enfin, ce dont il a besoin, et l'Ops va l'aider à mettre ça en place. Concernant la sécu, on utilise de la Kunetix. Ok. Je ne connais pas, mais je pense que de toute façon, GitLab étant agnostique, ça peut se marier sans aucun problème. Quid de la, ah oui, voilà, quid de la sécu embarquée par GitLab, est-ce aussi performant? Alors, la sécu embarquée par GitLab, en fait, c'est ce qui est proposé par GitLab. Ce sont des moteurs d'analyse open source qui ont été développés par une compagnie française, franco-canadienne qu'on avait racheté il y a presque 3 ans. Ces moteurs sont disponibles et vous pouvez les utiliser dans toutes les versions de GitLab. Ce que propose GitLab dans sa version Ultimate, c'est la gestion des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'il va exécuter ces moteurs et qui va récupérer les résultats et l'afficher au sein de GitLab dans des reports et faire le différentiel au fur et à mesure des évolutions du code pour montrer l'évolution des vulnérabilités. Donc, de manière optimiste, montrer qu'on a corrigé et que la courbe des vulnérabilités est en baisse. Donc, la performance, elle va tenir au moteur et du coup, par contre, vous pouvez mettre vos propres moteurs. Donc, c'est où vous avez un besoin simple de vulnérabilité et globalement, on va faire 80% du job. Où vous avez un besoin très complexe et très spécifique, vous pouvez plugger vos propres moteurs dessus. Est-ce que ça vaut le coup de faire des pen tests du coup? Ouais, je pense faire du pen test, c'est un bon moyen de vérifier que les outils qu'on a mis en place fonctionnent correctement. On n'est pas à l'abri d'une erreur. La confiance n'exclut pas le test. Donc, le pen test, oui, je pense que c'est une pratique à conserver.